Alors, est-ce que ce sont des purgatoires? Est-ce que ce sont des enfers? Ou est-ce que ce sont des nirvanas? Un peu tout, capitaine. Ça dépend des jours, ça dépend des heures. Quand on arrive là-bas, après son accident, déjà on n'a pas compris qu'on avait eu un accident, pas compris au sens physique du terme, c'est-à-dire que, enfin non, c'est l'inverse, au sens intellectuel du terme. On sait qu'on est allongé, on sait qu'on bouge plus, mais quelles sont véritablement les conséquences? Qu'est-ce que ça va avoir, quel va être l'impact sur ma vie? Tout ça, on n'en est pas là. Donc quand on arrive, on ne sait pas où on arrive. Et après, on commence à vivre. Et il y a ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Il y a ceux qui vont arriver après nous. Donc ça se suit. C'est très très flou. En revanche, on va en kiné, on va en piscine, on apprend à s'habiller, on apprend à pisser, on apprend à se laver, et on apprend plein de choses. On fait les cons en roue arrière, on tombe. Donc toutes ces choses-là vont de manière encore plus forte que le reste nous apprendre à vivre en étant handicapé. Donc c'est un vase clos dans lequel se passe 1000 histoires et donc où il se passe du bien comme du mal en permanence. Mais à chaque fois renouvelé, parce que chacun vient avec sa propre histoire d'avant. Donc c'est une tentacule qui ne s'arrête jamais en fait. Est-ce que le corps médical est cash à vue? Est-ce qu'il est cash? Est-ce qu'ils se prononcent? Est-ce qu'ils vous disent tout de suite, toi c'est pas sûr, toi c'est mort, toi peut-être d'une autre façon que ça, mais ou est-ce que non? Ou est-ce que ça fait partie de la prise en charge que de ne pas être cash? Ou d'une certaine façon, c'est une vraie question que je me pose par rapport au corps médical. Luc? Le corps médical, c'est pareil, ce sont des êtres humains, on va dire, donc chacun est différent, et on n'a pas tous besoin du même traitement, au sens où, moi un jour quelqu'un me l'a appris, il m'a plus détruit qu'autre chose. Le temps me l'aurait dit. Le temps, il s'impose. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait, les objectifs. L'objectif de sortir du centre, mais d'abord, il y a un premier objectif. D'abord, c'est de réussir à faire 20 mètres avec le fauteuil, 30 mètres avec le fauteuil, aller jusqu'à la salle de kiné. Ouais, mais non, mais là, on est encore loin. La voiture, c'est loin. Chaque jour est une petite victoire. Chaque jour est une petite victoire. Donc, et le temps nous rappelle tous les matins qu'on est handicapé. Quand on se réveille, ah bah oui, je ne peux pas me lever comme ça. Donc quand le corps médical vient détruire quelque chose, parce qu'au début, on se lève avec l'espoir qu'on va remarcher. Et l'espoir nous permet d'avancer, nous permet de nous lever. Chaque petite victoire, on a l'impression qu'à la fin, on va marcher. Alors après, dans la majorité des cas, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans l'illusoire. Quand au bout de 6 mois ou d'1 an, on ne marche pas, on a compris. Je ne crois pas qu'il soit utile d'être brutal et de détruire tout espoir à quelqu'un, parce que l'espoir est essentiel. Mais là, une fois de plus, je vais parler pour moi. Pour le corps médical, en revanche, pour le reste, oui, il nous explique ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais le meilleur médecin du tétraplégique, c'est le tétraplégique lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à avoir la connaissance de son corps. Et un corps de tétraplégique, il n'y en a pas un qui est le même. Même si on est touché au même niveau métamérique, il n'y en a pas un qui est le même. On est tous différents. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec ce corps-là et à l'écouter et à prendre le temps de l'écouter. Et ça, le corps médical, par contre, ne pense pas à le dire. Il pense à nous dire des choses factuelles, mais il ne pense pas à nous dire « prends ton temps, écoute ton corps, prends ton temps ». Et c'est pourtant une donnée essentielle. Dans ce film, que évidemment on rend surtout hommage aux personnes handicapées, on a
espérait aussi qu'en filigrane, on rende hommage aussi au personnel soignant. Évidemment, on voit qu'ils ne sont pas parfaits. On voit que le Jean-Marie, il est insupportable quand il ouvre les volets, qu'il commande tout ce qu'il fait. Et pourtant, il nous aide à vivre au quotidien et il fait des très bons gestes. Ce qui n'est pas le cas de Christiane, qui elle est très maladroite. Ça aussi, cette scène a existé. Elle m'a mis par terre dans une tentative de transfert. Et voilà, et en même temps, on les aime bien, on est attaché à eux. C'est notre première main vers une vie à peu près normale, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Donc c'est une première porte ouverte vers la suite, c'est ce personnel soignant qui nous réveille, qui nous lave, qui nous fait manger, etc. Donc voilà, on les aime bien, on les déteste, parce qu'on les voit tous les jours, parce que ça dure un an et parce que c'est de l'affect. Donc des fois on en a marre, des fois on les aime bien. Après évidemment il y a le rôle du kiné. Moi j'ai eu la chance que mon kiné soit vraiment comme dans le film, qui s'appelait vraiment François. Et lui c'était un peu le kiné idéal, c'est-à-dire qu'il a bien compris que tu n'étais pas juste un tétraplégique, mais que tu étais un être humain. Et du coup il sait que tu as tout pour comprendre les choses, alors il t'explique. Et lui, pour le coup, il me disait, prends ton temps, écoute ton corps, tu vas comprendre des choses petit à petit par toi-même. Donc voilà, lui, c'était vraiment le kiné idéal avec qui tu pouvais discuter. Alors, pas plus que le médecin, il te disait pas, tu vas remarcher à telle période, ou c'est sûr, ou etc. Il sait pas, il se prononce pas trop. Par contre, il t'explique au jour le jour, et ça, c'est très rassurant. Et puis après, pour le coup, il y avait le médecin. Et pour répondre aussi à la question sur est-ce que les médecins ils disent tout de suite est-ce que oui ou non tu vas remarcher, bah, de mon expérience, c'est-à-dire moi et tous mes potes autour, non, ils te le disent jamais, en tout cas pas tout de suite. Ils laissent le temps faire les choses, et ça je pense que c'est plutôt la bonne chose à faire. Alors que toi, quand ils t'ont dit que tu ne remarcherais pas, c'était sûrement trop tôt visiblement, vu comment tu l'as pris. Donc après voilà, c'est de la psychologie, et voilà, tu as des médecins plus psychologues que d'autres. En effet, il vaut mieux laisser le temps, on finit toujours par comprendre ce qui va nous arriver. On pose plein de questions, mais vaut mieux pas forcément nous répondre. Voilà, pour le coup, moi j'ai eu aussi la chance d'avoir un médecin, je pense, qui m'a laissé gérer un peu mon truc à moi, et puis à un moment, elle s'est dit tiens, il va falloir quand même qu'il encaisse une réalité. Et évidemment, ça a été violent pour moi, mais quand elle dit à Ben, tu ne feras pas de sport, etc., bah, peut-être, je pense qu'elle a bien senti que c'était le moment où aussi il fallait que je prenne conscience de certaines choses. Donc moi, voilà, j'ai eu vraiment affaire à du personnel assez étonnant, assez admirable. Donc voilà, j'espère aussi qu'on leur a rendu un peu hommage. Ben dans le couloir et qui se retourne en disant il est à qui ce tétra. Donc évidemment c'est une phrase qu'on m'a vraiment dite, et j'ai appris après que ce monsieur était médecin. Il a fait des études quand même, du coup il connaît bien ce que c'est la tétraplégie, puisqu'il dit il est à qui ce tétra. Donc il sait qu'a priori un tétra il a toute sa tête, il entend, il voit, donc déjà il aurait pu dire bonjour, et après pas se retourner en disant il est à qui ce tétra. Et voilà, tout ça pour aller dans le même sens que toi. Malheureusement, des fois, voilà, il y a du personnel soignant, même très haut gradé, un médecin en réanimation, c'est pas n'importe quoi. Bah là, il a complètement oublié qu'il y avait un être humain derrière le mot tétra, quoi. Et ça arrive. Ça doit être quelque chose qui tient à cœur les gouvernants, parce qu'il y a beaucoup de travail sur les formations, même des chirurgiens émérites et spécialistes sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique et la bientraitance. Ouais. Pour la petite histoire sur cette phrase-là, moi je ne savais pas ce que c'était un tétra quand il me l'a dit, parce que je venais d'avoir mon accident, j'ai été inconscient à un bon moment, j'ai été opéré, et puis au réveil, dans un couloir, j'ai entendu il a qui ce tétra. Je me dis merde, visiblement il parle de moi, mais moi je connaissais rien au monde du handicap, j'avais 20 ans et je savais pas ce que c'était tétraplégique. Mais je me doutais que c'était pas terrible. Je me disais ça va pas être super. Il faut savoir qu'il y a eu des études de fait, alors je ne sais pas à quelle échelle, mais c'est pour savoir pour les personnes notamment tétraplégiques, c'est quoi vos objectifs dans la vie. Alors évidemment, si on demande à quelqu'un de valide, il va dire, ben évidemment, ils ont dit remarcher. Ben, remarcher, c'est arriver en 4e position. Et la première, c'était redevenir autonome dans les gestes, les gestes du quotidien les plus intimes. Et donc évidemment, quand Ben il se retrouve en face à face, en train d'aller à la selle alors qu'il est sur son lit, à côté de son meilleur pote, motard, qu'il ne peut pas voir, bah, forcément quand on est dans la merde, ça rapproche, c'était l'idée de cette scène. Voilà, on a eu à cœur de raconter tout ce par quoi on peut passer. Et donc voilà, le premier mot, c'est quoi l'objectif? Bah, c'est déjà un témoignage. Savoir qu'il y a des moments très durs, il y a des moments très crus, et puis il y a des très beaux moments, et puis il y a beaucoup d'humour, et puis après, la vie reprend. Quand on redevient un numéro
Et là, c'est la guerre. La vraie guerre contre l'administration, avec des médecins plus ou moins bien dans leur vie de médecins administratifs qui prennent des décisions, qui mettent des croix dans des cases et qui imposent à des mecs comme moi des commandes au volant sur des bagnoles ou qui imposent des choses parce que la loi de 1974, de 1978, de 1987 est toujours d'actualité aujourd'hui et où là on a peut-être beaucoup plus de mal dans la société civile à faire partie d'un corps médical et à considérer quelqu'un qui a des besoins spécifiques ou des fois ça rentre pas exactement dans la case et là il y a des dégâts énormes. On parle de projet de vie, hein. Quand on débarque à la maison départementale des personnes handicapées partout en France, on demande un projet de vie. Mais il y a des moments où le corps médical devrait pouvoir déborder un peu de la case que l'administration lui impose. Voilà, enfin, là aussi je parle de mon expérience. Le corps médical, quand je devais me battre face à moi-même, aux brûlures, aux amputations, aux 84 anesthésie générale, aux 50 milieux hospitaliers, tout allait bien parce qu'il y avait toujours une aide-soignante ou une ASH ou un infirmier qui passait, enfin il y avait du bonheur. Et après, dans un bureau avec un médecin qui ne fait apparemment pas de médecine, mais de l'administration pure, sur des décisions de permis de conduire, de trucs, là c'est la guerre, et presque la vraie guerre, parce que tu te bats contre l'administration, tu es un numéro, et tu ne peux pas expliquer que humainement, virgule, à la ligne, ça n'existe pas. Merci Valérie. D'accord. Alors en matière de guerre, c'est un petit peu différent. Je suis la maman d'un jeune autiste, Asperger. Donc en matière de guerre, je connais. 15 ans de combat. En matière de MDPH, Maison du Handicap, même combat, 15 ans de combat. Voilà, donc je trouve ça insupportable, en France particulièrement, qu'on ait des comportements comme ça dans l'administration. Il y en a quand même beaucoup, c'est plutôt une généralité et c'est plutôt l'exception quand on tombe sur des gens exceptionnels. Heureusement qu'il y en a. On aimerait que ce soit plutôt la généralité comme ça et que les crétins soient plutôt assez rares. Vous n'avez pas tort, madame. On a du mal à prendre du recul sur, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Finalement, on se l'aperçoit un peu au moment de partir. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de partir. Si tu pars, ça veut dire que tu as un peu progressé, ou en tout cas que tu es prêt à retourner dans la vie normale. Et bien, au moment d'aller dans la vie normale, on le voit, Ben, il flippe, il ne sait pas comment ça va être, la vie normale. Parce que finalement, tout est adapté quand même pour toi ici. Tu as ton petit confort, on s'occupe de toi, on sait faire avec ton handicap. Et puis en plus, tu t'es fait des potes, la colonie de vacances, je trouve, voilà, le parallèle, il est évident. On voit bien que cette bande de potes, ils se sont bien éclatés malgré le drame ambiant. Et au moment de partir, bah, tu quittes aussi un peu tout ça et c'est pas forcément évident. Vous dites, moi j'ai pas de conclusion parce que vous me donnez de la force, les gars. Voilà, c'est tout. Et vous faites la preuve que on peut être grand en étant assis, quoi. Voilà. C'est bien. Le handicap fait très très peur aux gens qui ne sont pas confrontés. Nous, on a eu beaucoup de mal à financer le film parce que ça parlait de handicap. Parce que c'était un huis clos, on parlait que de ça, c'est pas Intouchable. J'ai adoré Intouchable, c'est pas le problème, mais Intouchable, c'était pas que du handicap, c'était une comédie sur deux personnes de milieux sociaux complètement différents qui se rencontrent. Tiens, il se trouve qu'il y en a un qui est handicapé. Voilà, nous, on parlait que de ça, c'était une insertion complète dans le monde du handicap, et ça a fait peur aux financeurs, on a failli pas pouvoir faire ce film. Du coup, ça nous interroge sur plein de trucs, sur pourquoi ça fait peur, parce qu'on le connaît pas bien. Parce que le handicap n'est pas intégré à la vie normale, pas encore assez. On parlait d'accessibilité, c'est insupportable que les personnes handicapées puissent pas côtoyer plus souvent, plus naturellement les gens valides, les milieux culturels, les salles de cinéma, les théâtres, etc. Je pense que ce serait super important qu'on puisse mixer ces populations dites valides et dites handicapées dès le plus jeune âge. Je pense qu'on sait que tout se passe à l'école, qu'on se forge à l'école, et que si à l'école, des petits gamins valides, toute leur scolarité, ils ont dans leur classe un paraplégique, un tétra, un aveugle, ils se disent, tiens, ben voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, et puis on sait leur parler,
on sait les gérer parce qu'on a grandi avec eux. Donc après, quand ils sont adultes, c'est normal de croiser un aveugle. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand tu croises un mec en fauteuil roulant dans la rue, tu sais pas trop comment l'aborder, est-ce qu'il faut avoir un peu pitié, est-ce que... Tout ça parce qu'en fait, on se côtoie pas assez. Donc ce genre de festival, il est important parce que du coup, on parle du handicap de plein de manières différentes. C'est les handicapés qui s'expriment et qui parlent de ce qu'ils ont envie. Et on voit que du coup, c'est pas que des handicapés, c'est des êtres humains, que tout ça, comme le dit le slogan, n'empêche pas le talent, et que tout ça, c'est ouvert à un grand public, que tout le monde peut venir voir ça. Donc merci à Regard Croisé et à Hippocampe, c'est important. Merci. Merci Fabien. Merci beaucoup. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, mais tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah ouais, cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais pas que c'est à ce point-là. Et voilà la bête. Ah, mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, on est obligé là. Allez. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, allez, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça va pas. Ça va, vas-y, respire. Je te lève un peu Ça les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà, mon fauteuil. Oh yes! Yes, putain! Tu peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois l'ambiance? Bande de tétra, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain! On va se revoir dehors? Si t'as envie. Eh, je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Eh, vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit, toi? Salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Tu sais, c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul.